Baton Rouge, Louisiane, une ville du sud des États-Unis connue pour sa musique, sa gastronomie cajun et son charme sudiste. Mais entre 1994 et 2004, cette ville paisible est devenue le théâtre d'une série de disparitions qui ont terrorisé toute une communauté. 8 femmes, 10 ans de mystère, et un homme qui menait une double vie si parfaite que même sa compagne n'a jamais rien soupçonné. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'une des affaires les plus glaçantes de la Louisiane moderne. L'histoire de Sean Vincent Gillis. C'est ce que nous allons tenter de comprendre, mais toujours sur la base des preuves. Sean Vincent Gillis est né le 24 juin 1962 à Baton Rouge. Dès le début, sa vie est marquée par l'instabilité. Son père, Norman, est un homme violent et alcoolique qui abandonne la famille quand Sean est encore très jeune. Sa mère, Yvonne, se retrouve seule pour élever son fils, aidée par les grands-parents maternels. Mais même entouré de l'amour de sa mère, quelque chose ne tourne pas rond chez le jeune Sean. Ses camarades de classe le décrivent comme un garçon étrange, solitaire, souvent victime de harcèlement. Pour se protéger, il se réfugie dans un monde intérieur de plus en plus sombre. À 10 ans, Sean développe une fascination morbide pour la mort. La famille possède une entreprise de pompes funèbres et le jeune garçon passe des heures dans les salles mortuaires. Ses cousins se souviennent qu'il dormait même dans les cercueils, comme si la proximité avec la mort le rassurait d'une manière troublante. Mais ce n'est qu'un aperçu de ce qui se trame dans son esprit. À 13 ans, Sean confiera plus tard aux enquêteurs qu'il a eu sa première pulsion. Il voulait tuer sa propre cousine. L'impulsion était d'ordre intime, dérangeante. Il ne l'a pas fait, mais cette pensée ne l'a jamais quitté. Elle était là, tapie dans un coin de son esprit, attendant le bon moment pour ressurgir. L'adolescence de Sean est marquée par l'isolement et des comportements de plus en plus inquiétants. Avec quelques amis, il participe à des simulacres de rituels sataniques. Rien de sérieux selon lui, juste un jeu. Mais pour Sean, ces jeux reflètent quelque chose de bien plus profond. À 17 ans, en 1980, il a son premier démêlé avec la police. Rien de grave, des infractions mineures, de l'alcool, des problèmes de conduite. Il enchaîne les petits boulots sans jamais s'intéresser vraiment à rien. Sa vie semble sans direction. Puis arrive Internet. Dans les années 1990, Internet commence à se démocratiser. Pour Sean Gillis, c'est une révélation. Il passe des heures, puis des journées entières devant son écran, explorant les recoins les plus sombres du web. Il cherche du contenu violent, graphique, toujours plus extrême. Des images de cadavres, de scènes de crimes, de violence pure. Ce qu'il trouve en ligne nourrit ses fantasmes les plus noirs. Il crée des dossiers sur son ordinateur avec des noms explicites, des collections d'images qu'il consulte encore et encore. En 1994, Sean rencontre Terry Lemoine dans un magasin où il travaille brièvement. Terry est une femme gentille, travailleuse, qui ne voit chez Sean qu'un homme un peu timide, mais inoffensif. Ils entament une relation. Elle emménage avec lui en 1995. Terry remarque bien quelques comportements étranges. Sean passe beaucoup de temps sur son ordinateur, souvent la nuit. Il regarde du contenu qui la met mal à l'aise, mais elle ne pose pas trop de questions. Après tout, beaucoup d'hommes regardent de la pornographie. Elle ne peut pas imaginer que derrière cet écran se cache quelque chose de bien plus sinistre. Sean, lui, commence à sortir la nuit. Il prend sa voiture, un Chevrolet Cavalier blanc, et roule dans les quartiers nord de Baton Rouge, cherchant quelque chose, ou plutôt quelqu'un. Puis, le 21 mars 1994, il franchit une ligne dont il ne reviendra jamais. Anne Bryan a 81 ans. Elle vit seule dans un petit appartement d'une résidence pour personnes âgées à Baton Rouge. Ce soir-là, elle attend l'arrivée de ses infirmières à domicile. Par habitude, elle laisse sa porte entrouverte. Sean Gillis rôde dans le quartier. Il voit la porte. Il entre. Ce qui se passe ensuite est d'une violence inouïe. Anne Bryan crie. Sean panique. Il la saisit, lui tranche la gorge, puis la poignarde 50 fois. 50 coups de couteau sur une femme âgée sans défense. Quand il quitte l'appartement, il est couvert de sang, mais personne ne le voit. Il rentre chez lui, nettoie ses vêtements, cache ses traces. La police découvre le corps d'Anne Bryan le lendemain. L'enquête piétine rapidement. Il n'y a pas de mobile apparent, pas de témoin, pas de suspect. L'affaire est classée comme un homicide non résolu. Pour Sean Gillis, ce premier meurtre déclenche quelque chose. Il a franchi le seuil, il a tué, et il a aimé ça. Pourtant,
Étrangement, il ne tue pas immédiatement à nouveau. 5 années passent. 5 années pendant lesquelles il continue sa vie normale avec Terry, travaillant ici et là, passant ses nuits sur Internet, nourrissant ses fantasmes. Mais en janvier 1999, la fin revient, plus forte, plus pressante. Catherine Hall, 29 ans, vit dans les rues de Baton Rouge. Elle fait partie de ces femmes invisibles, souvent oubliées par la société. Le 4 janvier 1999, Sean Gillis l'approche avec une proposition. De l'argent en échange de quelque chose. Catherine accepte. Elle monte dans sa voiture. Elle ne la quittera jamais vivante. Sean la poignarde 36 fois, 16 coups pendant qu'elle est encore en vie, 20 autres après sa disparition. Puis il fait quelque chose d'encore plus perturbant. Il lui retire les paupières, un trophée, un souvenir. Il abandonne son corps près d'un panneau routier qui dit « Dead End », impasse. Un symbole involontaire, ou peut-être pas. La police récupère de l'ADN sur le corps de Catherine, sous ses ongles, dans sa bouche. Mais à cette époque, les bases de données génétiques sont encore limitées. Aucune correspondance n'est trouvée. Sean Gillis, lui, rentre chez lui. Terry est au travail. Il nettoie la voiture, il cache ses vêtements, et il continue sa vie comme si de rien n'était. Mais maintenant, il sait qu'il recommencera. Ce n'est plus une question de si, mais de quand. Février 2000. Harday Schmidt, 52 ans, fait son jogging habituel dans son quartier. Sean Gillis la remarque. Quelques jours plus tard, il revient. Il l'attend. Quand elle passe près de lui, il la percute avec sa voiture. Hardy tombe. Avant qu'elle ne puisse comprendre ce qui se passe, Sean la traîne dans son véhicule. Il l'étrangle avec un câble électrique, puis il viole son corps. Pendant 2 jours, le cadavre de Hardy reste dans le coffre de la voiture de Sean. 2 jours pendant lesquels il continue d'aller au travail, de vivre avec Terry, de faire ses courses. Un jour, Terry remarque une odeur étrange dans la voiture. Sean lui dit qu'il a percuté un animal sur la route. Elle le croit. Il finit par jeter le corps sur une route isolée de St. James Parish. Les meurtres s'accélèrent. Joyce Williams, 36 ans. Lillian Robinson, 52 ans. Marilyn Nevels, 38 ans. Toutes des femmes marginalisées, vulnérables, souvent liées à la prostitution ou à la toxicomanie. Des femmes que personne ne cherche vraiment. Sean développe un rituel. Il garde des parties de leur corps, des mains, des seins. Des pièces qu'il conserve comme des objets, qu'il utilise pour satisfaire ses fantasmes. Il les photographie, les filme. Sur son ordinateur, il crée des dossiers avec des noms comme Best of Snuff ou Russian Necrophilia. Pour lui, ces femmes ne sont plus des êtres humains, ce sont des objets, des jouets. Le 9 octobre 2003, Sean Gillis fait quelque chose d'inhabituel. Il tue quelqu'un qu'il connaît. Johnny May Williams, 45 ans, est une connaissance de Sean depuis 10 ans. Elle fait parfois le ménage chez lui. Ils se parlent. Elle le considère comme un homme gentil, un peu bizarre peut-être, mais inoffensif. Ce jour-là, Sean l'attire chez lui. Il l'étrangle, la poignarde, puis lui coupe les 2 mains. Son corps est découvert 1 mois plus tard par un jeune garçon dans une forêt. Les enquêteurs sont troublés. Johnny May n'était pas comme les autres victimes. Elle avait une famille, des amis. Elle n'était pas une travailleuse du sexe, pas une toxicomane. Pourquoi elle? Sean, lui, ne peut pas expliquer. Dans son esprit tordu, elle était juste là, et il avait envie. Le 26 février 2004, Donna Bennett Johnston, 43 ans, mère de 2 enfants, lutte contre ses propres démons. Elle a des problèmes de dépendance. Ce soir-là, elle est seule, vulnérable. Sean Gillis la repère. Il l'approche. Donna monte dans sa voiture. Ce qu'il fait ensuite dépasse tout ce qu'il a fait auparavant. Il l'étrangle avec un câble électrique, puis il la démembre. Il retire son sein gauche, découpe une partie de sa cuisse, tranche son bras gauche. Mais il va encore plus loin. Il confiera plus tard aux enquêteurs qu'il a tenté de consommer une partie de son corps, de la graisse humaine qu'il a essayé de faire cuire. Le goût, dit-il avec dégoût, était répulsif. Il abandonne le corps de Donna dans un canal entre Nicholson Drive et Burbank Drive. Cette fois, il laisse une trace, des marques de pneus, très spécifiques, celle d'un Chevrolet Cavalier blanc. La police de Baton Rouge est sous pression. Entre 1992 et 2004, plus de 36 femmes ont été assassinées dans la région. La ville vit dans la peur. Les femmes ne sortent plus seules le soir. Les cours d'autodéfense sont pris d'assaut. Les enquêteurs savent qu'ils ont affaire à plusieurs tueurs en série. Derek Todd Lee est arrêté en 2003 pour 7 meurtres. Jeffrey Lee Guillory sera condamné plus tard pour 3 autres. Mais il reste des cas non résolus.
Des profils ADN qui ne correspondent à aucun suspect connu. Après la découverte du corps de Donna Johnston, les enquêteurs se concentrent sur les marques de pneus. Ils identifient le modèle, un Chevrolet Cavalier blanc, année 1995 à 2000. Ils établissent une liste. 26 propriétaires dans la région de Baton Rouge. Le 26e nom sur cette liste, Sean Vincent Gillis. En avril 2004, 2 enquêteurs se présentent au domicile de Sean. Ils lui expliquent qu'ils mènent une enquête de routine, qu'ils vérifient tous les propriétaires de ce type de véhicule. Ils lui demandent un échantillon d'ADN, volontairement. Sean accepte, sans hésitation. Il pense peut-être qu'il est trop intelligent pour être attrapé, ou peut-être qu'une partie de lui veut que tout cela se termine. L'ADN est envoyé au laboratoire. Quelques jours plus tard, les résultats tombent. Correspondance positive. Avec Catherine Hall, avec Johnny May Williams. Avec Donna Johnston, les enquêteurs retournent chez Sean Gillis, cette fois avec un mandat d'arrêt. Sean Gillis ne résiste pas. Quand les policiers lui passent les menottes, il semble presque soulagé. Au poste, il parle. Pendant des heures, il raconte tout. Les 8 meurtres, les détails les plus sordides. Il décrit comment il les a tués, ce qu'il a fait de leur corps, ce qu'il ressentait. Il utilise des métaphores étranges. Il compare son envie de tuer à l'envie de manger des biscuits. Quelque chose d'irrésistible, dit-il. Quelque chose qu'il ne pouvait pas contrôler. Il ne montre aucun remords, aucune émotion. Pour lui, ce sont juste des choses qui sont arrivées, des impulsions qu'il a suivies. Les enquêteurs fouillent sa maison. Ce qu'ils trouvent est glaçant. Des centaines de photographies, des vidéos, des parties de corps conservées dans des sacs. Sur son ordinateur, des dossiers entiers dédiés à ses crimes. Il a même créé un dossier sur Derek Todd Lee, l'autre tueur en série de Baton Rouge, comme s'il collectionnait les criminels. Il a documenté chacun de ses meurtres, comme des trophées, comme des souvenirs précieux. Pendant tout ce temps, Terry Lemoine ne savait rien. Elle a vécu 4 ans avec Sean Gillis, partageant son lit, sa vie, sans jamais soupçonner la vérité. Quand elle apprend son arrestation, elle est dévastée, sous le choc. Comment a-t-elle pu passer à côté de tout ça? Elle se souvient de l'odeur dans la voiture, des absences nocturnes, du temps passé sur l'ordinateur, tous ces petits signes qu'elle avait ignorés. Après l'arrestation, leur maison devient un lieu de curiosité morbide. Chaque Halloween, elle est vandalisée. Les gens viennent prendre des photos. Terry finit par déménager en Alabama pour fuir tout ça. Dans une interview, elle dira « Ne pensez jamais que vous connaissez tout sur quelqu'un. Vous ne pouvez jamais vraiment savoir. » Le procès de Sean Vincent Gillis commence en 2008. Il plaide d'abord non coupable, tentant de faire annuler sa confession et de contester la légalité du prélèvement ADN. Les 2 tentatives échouent. Face aux preuves accablantes, il change son plaidoyer. Coupable. Il est reconnu coupable de 7 meurtres au 1er degré. Le 8e, celui d'Anne Bryan, ne peut être formellement prouvé par ADN, mais il l'a avoué. Le jury doit décider de la peine, peine capitale ou prison à perpétuité. Ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Dans ce cas, la loi de Louisiane impose automatiquement la perpétuité. Le 21 juillet 2008, Sean Vincent Gillis est condamné à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Il est envoyé à la pénitencier d'État de Louisiane, surnommée Angola, l'une des prisons les plus dures des États-Unis. Il est placé en isolement. Aujourd'hui, à 62 ans, Sean Gillis vit dans une cellule de quelques mètres carrés. Il y passera le reste de sa vie. Mais cette histoire n'est pas celle de Sean Gillis. C'est celle des 8 femmes qu'il a détruites. Anne Bryan, 81 ans, qui a passé sa vie à élever sa famille et qui méritait de finir ses jours en paix. Catherine Hall, 29 ans, qui luttait pour survivre dans un monde difficile. Herbie Schmidt, 52 ans, qui aimait courir et prendre soin d'elle. Joyce Williams, Lillian Robinson, Marilyn Neville, des femmes avec des vies, des familles, des rêves. Johnny May Williams, 45 ans, qui essayait juste de gagner sa vie, et Donna Bennett Johnston, 43 ans, mère de 2 enfants qu'il aimait malgré ses problèmes. Justin Bennett, le fils de Donna, a déclaré lors du procès qu'il avait pardonné à Sean Gillis. Non pas parce que ce dernier méritait le pardon, mais parce que Justin refusait de vivre avec la haine. Ces femmes ne sont pas des statistiques, ce sont des êtres humains qui méritent d'être rappelés, honorés et jamais oubliés. L'affaire Sean Vincent Gillis pose des questions dérangeantes. Comment un homme peut-il vivre une double vie aussi parfaite? Comment peut-il sourire à ses voisins, embrasser sa compagne
et commettre des actes aussi horribles la nuit venue. Les experts en psychologie criminelle parlent de compartimentage, la capacité de séparer mentalement différentes parties de sa vie. Pour Sean, ces crimes n'étaient pas réels. C'étaient des fantasmes qu'il vivait, séparés de sa vraie vie. Mais pour les familles des victimes, pour la communauté de Bâton Rouge, les cicatrices sont bien réelles et elles ne disparaîtront jamais. Sean Vincent Gillis restera enfermé jusqu'à sa mort et c'est exactement ce qu'il mérite. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de nos prochains épisodes. Et dites-nous en commentaire, pensez-vous que certaines personnes naissent mauvaises ou est-ce la société qui les crée? À bientôt pour une nouvelle enquête.